Salut à tous, ici Bloody, bienvenue sur ce tutoriel où aujourd'hui il est destiné pour les personnes qui ont envie de découvrir le jeu. C'est vraiment un tutoriel pour apprendre les différentes options que vous allez trouver à l'écran en carte de campagne. Je ferai un autre tutoriel sur les batailles plus tard, mais aujourd'hui on va se consacrer sur tous ces petits boutons que vous voyez à l'écran, histoire de réussir au moins vos premières campagnes plus sereinement. Alors, ce tutoriel va être composé de deux vidéos. La première, celle que vous regardez en ce moment, c'est plutôt pour les personnes qui vont commencer leur première campagne ou qui n'ont jamais joué au jeu. On va découvrir ensemble les bases, j'ai bien dit les bases, de la carte de campagne, des différentes options, l'histoire que vous n'oubliez rien. Et ensuite, une fois que vous aurez fait quelques campagnes, ça sera certainement des défaites, hein, je vous rassure. Je vous invite à regarder ma deuxième vidéo où là on va plus rentrer dans le détail, l'histoire que vous puissiez avoir des automatismes à chaque tour et que ça devienne instinctif, que vous puissiez faire attention aux moindres détails et qu'ils soient optimisés pour rendre vos campagnes beaucoup plus faciles. Durant ces vidéos, je vais vous présenter les menus de base que vous allez retrouver dans chaque campagne. Chaque race, vous allez les découvrir, ont leurs particularités. Là, je ne vais pas l'évoquer. L'histoire de ne pas vous embrouiller, vous allez les découvrir vous-même. Donc le premier menu, c'est peut-être pas le plus intéressant, mais au moins essayez de voir à quoi correspond chacune des touches. Dans chaque touche, il y a toujours en jaune le raccourci pour accéder plus rapidement au menu. En l'occurrence, le menu, vous pouvez directement appuyer sur la touche chat pour y accéder. Les discussions lorsque vous voulez jouer en multijoueur, le conseiller, imaginons que le conseiller c'est ce monsieur-là, le petit vieillard. Quand vous ratez un de ces messages, quand vous cliquez, faites un misclick, ça peut toujours arriver, vous pouvez cliquer sur ce bouton-là, l'histoire de rattraper toutes les discussions que vous avez ratées avec lui. Avec un petit menu de paramètres pour celui-ci. Voilà, comme ça vous n'allez rien rater avec cette touche-là. La page d'aide qui regroupe un peu l'ensemble des aides du jeu, que ce soit dans tous les paramètres. Regardez, il est super complet. Imaginons que j'oublie quelque chose durant cette vidéo, vous pouvez le retrouver ici. Bien sûr, faut aimer lire, mais regardez, c'est très bien fait parce que voilà, ils font des petits résumés pour chaque option avec également des liens où c'est très bien fait. Faut aimer lire, mais on peut apprendre énormément de choses. Après, comme option, nous avons le menu des sorts, parce que bien sûr, dans Warhammer Total War, vous ne pouvez pas y arriver sans bon sort ou sans bon sorcier. Je ne vais pas vous dire quel est le meilleur domaine de magie ou pas. Ça, c'est en fonction du ressenti de chacun. Mais voilà. En fonction des campagnes que vous allez jouer, bien sûr, vous n'allez pas pouvoir jouer tous les domaines de magie avec telle ou telle race. Chaque race a ses propres domaines de magie. Vous allez les découvrir vous-même. Mais au moins, si vous avez une idée, enfin, si vous voulez plus regarder quel sort vous pouvez avoir avec tel ou tel domaine de magie, c'est dans ce menu-là que vous allez pouvoir l'avoir. Ensuite, vous avez le paramètre de caméra. Le paramètre de caméra, c'est utilisé une fois par campagne. Si vous voulez que les tours soient plus rapides, mais que vous voulez quand même voir l'intégralité des actions, vous pouvez du coup sélectionner les factions alliées, ennemies et neutres et mettre au plus rapide. Au moins, quand vous passez le tour, vous allez voir ce qui se passe et ça va se défiler très rapidement. Voilà, ça peut éviter les tours qui durent 10 minutes quand vous ne jouez pas. Ensuite, comme menu, vous avez le menu en haut au centre, c'est votre trésorerie. Vous avez le menu qui est en blanc, c'est votre revenu à l'instant T. Le montant qu'il y a entre parenthèses juste à droite, c'est le montant que vous allez avoir en plus ou en moins pour le prochain tour. Là, à l'instant T, j'aurai plus 1111 d'argent au prochain tour. Montant vert en positif, bien sûr, montant rouge en négatif. De quoi est constituée cette somme? Vous pouvez avoir un bref résumé en allant sur la somme. Donc vous voyez qu'il y a un revenu secondaire. Le revenu secondaire, ça sera toujours un revenu fixe que vous allez avoir dans toutes les campagnes. Vous allez avoir plus de 2500 en revenu secondaire. Ne cherchez pas pourquoi. C'est un montant qui est là comme ça. La taxe de quoi elle est constituée, c'est quand vous cliquez sur chacune de vos cités en carte de campagne, comme en l'occurrence ici Karazakarak, vous avez un revenu qui est ici. Ce revenu, vous imposez à toutes vos cités ou non, on y reviendra après. Ce revenu, la somme de tous ces revenus-là qui composent votre taxe va être ici. Ensuite, juste en dessous, nous avons le commerce, bien sûr qui reprend l'intégralité des commerces que vous faites
avec l'ensemble des cités voisines. Et en dessous, nous avons en rouge, pour l'instant, on n'a qu'une seule source négative, c'est l'entretien de toutes vos armées. Si vous voulez avoir le détail, vous pouvez cliquer sur Trésorerie. Donc vous allez avoir un résumé de l'ensemble de vos revenus et de vos dépenses. Et si vous voulez aller encore plus dans le détail, il y a le bouton, bien sûr, ici, qui va retracer, mais de manière très méticuleuse, l'ensemble de vos dépenses et l'ensemble de vos revenus. Comment fonctionne le commerce? Ok, j'ai déjà une somme avec Barakvar. Barakvar, vous cliquez ici, c'est celui-là. J'ai juste des droits de douane, mais c'est bizarre, j'ai rien en production, rien en importation. Dès lors qu'une route est établie avec une cité, que ce soit de manière terrestre ou de manière maritime, via un port, là vous allez voir que en étant ici, les voies maritimes, je peux m'asseoir dessus. Mais par exemple, Barakvar, en étant ici, il peut construire un port et du coup commercer avec toutes les voies maritimes qu'il a avec d'autres cités. Donc vous avez compris que les voies maritimes et les ports, il est plus facile de commercer avec quelqu'un à l'autre bout du monde par voie maritime bien sûr que par voie terrestre. Mais donc vous allez dire, ok, mais comment on peut voir toutes les ressources qu'on a à échanger, à importer, à exporter? Dans le menu des bâtiments, je reviendrai plus en détail dessus après, vous avez des ressources, par exemple chez nous à Karazakarak, on a le puits de gemmes. Si je décide de le construire, vous allez voir que j'ai une production de ressources de gemmes 20 sacs. On revient sur le menu du commerce, dans ma trésorerie, et dans le commerce, dans cet onglet-là, vous allez voir du coup l'ensemble et le détail de chaque ressource que nous produisons. En ce moment, bien sûr, c'est le début de la campagne, il n'y a aucune production en cours, mais dès lors que j'aurai fini le bâtiment, vous avez vu qu'on peut produire 20 sacs. Valeur de la ressource, 18. Donc, on fait un très bref passage dans le temps pour voir la construction du bâtiment. On se retrouve tout de suite. 3 tours plus tard, du coup, nous avons enfin construit notre bâtiment. Nous avons du coup une production de ressources de gemmes. Et lorsque nous retournons dans notre onglet commerce, là, cette fois, la gemme est produite. Vous voyez que valeur de la ressource 18, nous en produisons 20, mais qu'actuellement, on n'a qu'une seule route de commerce. Du coup, on n'exporte pas 100% à chaque fois de nos ressources. Pour une route, là, on en exporte 40%, donc vous faites 18 x 20 x 40%, vous obtenez du coup un revenu de 144, auquel s'additionnent bien sûr les frais de douane. Vous avez du coup tout un revenu de commerce de 201. Plus vous allez agrandir votre territoire, plus vous allez débloquer de nouvelles routes commerciales et plus vous allez exporter vos ressources et du coup ce pourcentage d'exportation va augmenter. Attention également, avoir un revenu positif c'est bien, mais si imaginons que à force de faire des armées, à savoir aussi que plus vous faites d'armées, plus l'entretien augmente de manière exponentielle. Si vous vous retrouvez en faillite, qu'est-ce que la faillite? C'est, imaginons, j'ai 5000 de trésorerie et je suis à moins 6000 pour le tour prochain, là je vais être en faillite. La faillite, c'est le cas le plus grave dans le jeu. Si vous acceptez le tour et si vous ne faites rien pour rétablir la situation financière, toutes vos troupes vont se désagréger avec le temps et ça sera très difficile de revenir dans la partie. Comment faire pour gagner de l'argent à un instant T si vous dites « Oh, je suis à moins 4000, comment je peux faire ?» Vous pouvez supprimer des unités dans vos armées ou supprimer des armées. Ou encore tenter la diplomatie et négocier soit de petits cadeaux avec vos alliés militaires ou rejoindre une guerre avec une faction neutre moyennant finance. Maintenant, quelles sont les façons pour gagner de l'argent? Comme je vous ai dit, il y a le commerce, il y a les bâtiments pour obtenir des revenus. Il y a également les raids que vous pouvez faire en allant sur des territoires ennemis, vous pouvez les raider. Vous pouvez également piller des cités, vous pouvez tuer des unités, des armées adverses pour obtenir un revenu. Il y a plein de façons d'obtenir de l'argent et vous allez les découvrir au fur et à mesure de votre campagne. Le prochain menu, c'est celui en haut à droite. Vous allez voir qu'il y a 6 boutons, en plus de la carte. Le premier, c'est les rancunes et les quêtes. Les rancunes, je ne vais pas revenir dessus. Comme je vous ai dit, c'est une particularité naine, et donc je ne vais pas rentrer dans le détail.
vous avez toutes les quêtes vont se trouver ici, avec à chaque fois ce qu'il faut faire pour remplir les conditions de la quête, le descriptif, côté RP, et la récompense. Si vous voulez chercher rapidement où vous devez aller pour remplir les conditions de la quête, soit vous cliquez ici, là c'est en l'occurrence capturer et occuper la colonie suivante, vous cliquez là, il vous emmène directement là où il faut aller, ou si vous êtes sur la mission, vous dites mince, j'ai envie de zoomer sur l'endroit en question, pareil, il va vous emmener là où il faut aller pour remplir la quête. Le menu d'à côté, c'est le menu des événements, c'est tout ce qui s'est passé durant le tour de l'IA. Chaque fois avec un petit résumé que vous pouvez ouvrir en fonction des différents onglets. Il va y avoir les raids, il va y avoir plein de choses. Bref, tous les messages d'événements se trouvent sur ce bouton. À côté, nous avons les seigneurs et héros. Je ne vais pas rentrer dans le détail durant cette vidéo. Comment différencier un seigneur d'un héros? C'est très simple. Le seigneur, en plus du seigneur légendaire que vous avez choisi au début de votre campagne, il y a un chiffre à droite. Ce chiffre correspond au nombre d'unités qu'il y a présent dans l'armée. Donc vous voyez bien qu'ici nous avons du coup le seigneur et ici le héros. Même si je décide de créer un héros en plus, regardez, le chiffre 1 correspond au seigneur en lui-même et donc ce n'est pas un héros. Le bouton juste à côté représente les provinces, réparties en deux catégories. Il y a nos provinces et les autres bien sûr, celles que nous ne possédons pas. Lorsqu'il y a ce symbole, on dirait comme un château coupé en deux. Ça veut dire que la province n'est pas complète. Comme vous pouvez le voir, si je clique dessus, en effet, nous avons Karazakarak, mais les deux colonies que représente cette province qui est ici, la route de l'argent, vous voyez que nous avons le nom ici, mais également là, elle est occupée en ce moment même par des orques. Si nous récupérons les deux colonies ici présentes, nous allons avoir l'intégralité de la province et le château ne sera plus cassé, nous aurons notre symbole à côté de la cité. Là, on a fait un bref passage dans le temps. Le fait d'avoir les trois cités, du coup d'avoir la province complète, c'est que ça nous ouvre une option qui est ici, tout en bas à gauche. Avant, lorsqu'on avait seulement Karazakarak, cet onglet était grisé. Maintenant qu'on a l'intégralité de la province, on peut décider de choisir un ordre. Qu'est-ce qu'un ordre? C'est une position adaptée pour votre province en question et il y en a de toutes sortes. Vous pouvez avoir un bonus d'intégrité ou d'ordre public pour l'ensemble de la province. Vous pouvez avoir soit une imposition plus élevée et du coup augmenter vos revenus qui sont juste ici. Vous pouvez avoir soit une meilleure croissance. Qu'est-ce que la croissance? On reviendra dessus ensuite. Et vous avez également un coût de construction, des bonus divers et variés pour le recrutement. Voilà. L'avant-dernier bouton, c'est les factions connues. Toutes celles que vous avez déjà vues à l'instant T. Il vous fait un mini récap, que ce soit au niveau de la race, du nom, du symbole de la faction, de son rang de force. Plus il est petit, bien sûr, plus il tend vers le 1, plus il est puissant. S'il y a une possibilité de faire du commerce avec, s'il y a des routes d'établi ou non, et sa relation vis-à-vis de nous. Plus le petit bonhomme est vert, mieux c'est, je vous rassure. Le dernier bouton, c'est celui-ci, c'est le bouton tout en haut à droite, et ce bouton-là, c'est un peu le résumé de votre campagne actuelle. Il vous donne un petit indice sur, par exemple, les cités que vous pouvez occuper, si vous allez avoir des malus sur certains climats, le pouvoir actuel de votre faction, s'il y a des héros que vous pouvez recruter ou non, votre diplomatie, les alliés que vous avez, le nombre de capitales, bref, avec un historique et les statistiques en temps réel. Le menu tout en bas à droite. Vous avez, à chaque fois que vous commencez une campagne, il faut bien une finalité à celle-ci. Ça va être votre objectif. Il y a toujours deux objectifs. Un à court terme et un à long terme. Généralement, si vous voulez prendre un maximum de plaisir, voilà, je vous conseille au tout début de faire juste les conditions de victoire pour les campagnes courtes. Ça vous évite d'avoir des campagnes qui durent 20 ans, sauf si c'est ce que vous recherchez. Dedans, vous allez avoir une série d'objectifs à remplir afin de remplir les conditions de victoire de votre campagne. Et à chaque fois que celle-ci est remplie, il va y avoir une petite coche, comme quoi
la condition est remplie, et une fois que toutes les conditions sont remplies, vous avez gagné votre campagne. Ensuite, nous avons la diplomatie. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez agrandir ici le menu, voilà, l'histoire d'avoir un meilleur visu, et votre personnage est représenté à gauche, et à chaque fois, le personnage ou la faction avec lequel vous voulez entretenir une relation ou vous voulez proposer quelque chose, tout se trouve à droite. Tout est représenté en fonction des factions. Vous avez les nains, donc vous voyez qu'il y en a 3 autres à l'instant T en visu. À chaque fois, vous avez le rang de force qui est ici, le nombre de colonies qu'il possède, et également une jauge que vous avez là. Là, c'est la jauge. Plus il y a de jaune dans cette jauge, plus vous dominez votre adversaire. Là, vous voyez qu'en ce moment, on ne domine pas beaucoup. On a un rang de force 146, ils nous marchent tous dessus. Ici, nous avons les traités. Donc, vous voyez bien que 2 mains qui se serrent, c'est un pacte de non-agression. Ça, c'est l'accès militaire. Ça veut dire qu'on peut marcher sur ces terres sans avoir de malus. Alors, attention, oui, vous ne pouvez pas marcher sur n'importe quelle terre. Si vous marchez sur les terres où il n'y a pas d'accès militaire, vous allez commencer à avoir des malus diplomatiques. Généralement, on ne se déplace pas avec des armées chez quelqu'un où on n'a pas d'accès militaire. On fait rarement un barbecue sans demander la permission. Les cibles de guerre, c'est lorsque vous êtes en alliance militaire avec quelqu'un, vous pouvez demander à cet allié d'attaquer telle ou telle cité, ou telle armée. Ici, vous avez le commerce. Quand ce symbole-là est barré, c'est qu'il n'y a aucune route de disponible, ou c'est tout simplement que la race, ou la faction, en l'occurrence, ne commerce pas. De mémoire, il y a les orques, les hommes bêtes et le chaos qui ne commercent pas. Et ensuite, vous avez les attitudes qu'il y a à notre égard par faction. Bien sûr, comme je vous ai dit, plus sévère, mieux c'est. Et lorsque vous avez dessus, vous avez un petit détail. Ensuite, nous avons la technologie. Quand vous cliquez dessus, chaque arbre technologique change en fonction des factions. Ça va être des bonus que vous allez pouvoir choisir. Et au fur et à mesure de la campagne, vous allez pouvoir débloquer plein de bonus. Pour schématiser rapidement, ça va être soit augmenter les technologies au niveau de vos ressources, de vos cités-provinces, ou les technologies pour augmenter soit vos héros, vos seigneurs et vos troupes, vos armées. Ces 2 boutons-là, je ne vais pas vous les montrer dans cette vidéo parce que ce sont des particularités naines, mais généralement lorsque vous allez avoir une particularité vis-à-vis d'une faction, ils vont être sur ces icônes ici. Ça peut être soit une seule icône, soit 2. Ensuite, nous avons le bouton central qui vous permet de mettre fin à votre tour, mais vous voyez qu'à chaque fois, il vous dit « Attends, avant de passer ton tour, tu as quand même ça à aller voir. Hein. » Donc, oui, en effet, point de compétence non assigné, vous avez juste à cliquer dessus et il vous emmène sur votre seigneur légendaire, comme quoi vous n'avez pas, par exemple, mis tous les points qu'il avait de disponibles. Il vous dit également que votre héros n'a pas été déplacé. Oui, en effet, j'ai pas déplacé mon héros, voilà, je le déplace. Boum, maintenant c'est votre seigneur. Et au fur et à mesure que toutes ces options sont remplies, ce sont surtout des aides pour vous dire que vous avez oublié de faire quelque chose durant votre tour. Une fois que tout est fait, hop, vous avez ce symbole et lorsque vous cliquez dessus, c'est la fin du tour. Lorsque le bouton n'est pas enclenché, ça veut dire que vous allez voir tous les déplacements que vous pouvez voir sur la carte de campagne. Lorsqu'il est déplacé comme ça, vous n'allez rien voir, mais le tour va se passer bien plus rapidement. Ce que je viens de vous présenter là, ce sont l'ensemble des paramètres qui sont toujours visibles. Maintenant, il y a plusieurs menus qui vont s'ouvrir en fonction de ce que vous allez faire durant votre campagne. Lorsque vous cliquez sur une cité, il y a plusieurs menus qui apparaissent. Les menus en bas à gauche. On va voir vite fait de quoi il s'agit. Vous avez tout en haut la croissance. La croissance, à quoi ça sert? C'est super important. Surtout au début. Parce que la croissance va vous permettre d'augmenter votre bâtiment principal par cité. Vous allez voir que dans les petites cités que compose votre province, vous allez pouvoir aller généralement jusqu'au 3, au bâtiment tier 3. Il y a ce petit bouton-là. Ce petit indicateur, c'est la croissance qu'il vous faut pour passer par exemple du bâtiment tier 2 au bâtiment tier 3. Vous allez voir que si je suis ici, si je veux le passer T2, il faut 1 de croissance. Voilà pourquoi la croissance est super important. Dans les cités, il vous en faut 3, mais dans votre province, généralement, il vous en faut 5. Et vous allez voir que, regardez la croissance qu'il faut pour aller ici. Quel est l'intérêt d'aller
de débloquer ces tiers-là, c'est qu'il vous donne la possibilité de faire la ligne de production correspondante au tiers en question. Imaginons ici nous sommes bâtiment tiers 3, nous allons pouvoir faire tous les bâtiments sur la même ligne. L'avantage également de débloquer de nouveaux tiers, c'est qu'il va vous donner d'autres emplacements de construction dans la colonie. Au début, vous allez pouvoir faire que 2 bâtiments, comme ici, regardez. Je ne peux pas en faire d'autres, parce que si je veux débloquer donc d'autres bâtiments, il faut que je débloque de nouveaux tiers de bâtiments principaux. Donc voilà pourquoi la croissance est super importante. Vous avez également le détail lorsque vous allez dessus. Alors comment on fait pour augmenter la croissance? Vous allez voir que déjà, une fois qu'on a une province complète, on peut choisir ce bouton-là par exemple, qui nous donne 25 de croissance par tour. Donc on va pouvoir développer nos cités beaucoup plus rapidement. Vous avez donc les revenus que je vous ai déjà montré, qu'ils viennent en plus ici dans vos revenus globaux. Vous allez voir que imposer une province ou une cité, lorsque la province n'est pas complète, ça va avoir un impact néfaste sur votre ordre public, bien sûr. Qu'est-ce que l'ordre public? L'ordre public, c'est le symbole que vous avez là, lorsque vous cliquez sur une province ou une cité en question. L'ordre public change tous les tours. Bien sûr, il change en plus ou en moins en fonction des différents facteurs. Attention à cet ordre public, vous pouvez voir que s'il descend à moins 100, une rébellion va éclater. Qu'est-ce qu'une rébellion? Une rébellion, c'est une armée qui va arriver dans votre province. La rébellion arrive sur votre capitale si vous avez l'intégralité de la province. Si, imaginons, vous avez juste le mont du Squic Cornu, elle va arriver sur le mont du Squic Cornu. Si vous avez 2 cités mais que vous n'avez pas l'intégralité de la province, la rébellion va arriver à côté de la dernière cité que vous avez capturée. Les 2 derniers paramètres, ce sont les niveaux de corruption. Vous allez voir que dans le jeu, il y a plusieurs corruptions. Il y a la corruption Skaven, il y a la corruption chaotique, la corruption vampirique. Comment fait-on pour lutter contre ce type de corruption? Car ils peuvent avoir un gros impact néfaste sur votre ordre public. Nous allons pouvoir lutter contre ces corruptions via l'intégrité. Donc nous avons le menu qui est ici et nous avons ce menu-là. Chaque province est représentée par plusieurs colonies. La colonie qui est tout à gauche représente la capitale de votre province. Et c'est généralement celle-ci qu'il faut défendre en priorité. Pourquoi? Parce qu'elle vous permet d'avoir le plus de bâtiments possible. Généralement, elle se défend plus facilement également, mais il faut quand même avoir un œil dessus. En plus de ce descriptif, vous allez avoir plusieurs options qui sont là. Ce menu-là, c'est la vue d'ensemble. En cliquant ici, vous pouvez voir l'ensemble de vos cités et qui composent votre province. Juste à côté, ce sont les détails des garnisons. Le détail de la garnison, c'est lorsque une faction ennemie attaque l'une de vos cités, vous allez voir l'armée qu'il y a dans la cité en question. Comme vous pouvez le voir, je vous ai dit que les petites cités se défendent plus difficilement. En effet, il n'y a que pour l'instant 3 unités de mineurs et 2 unités de Garena. Mais dans Karazakarak, notre capitale de province, les défenses sont un peu plus fournies. Vous avez également ce petit symbole-là qui représente la fortification des murs. Et oui, en effet, dans Karazakarak, pour l'instant, nous avons des murs. Ça veut dire que si une armée nous attaque, on va pouvoir se défendre avec des fortifications, des tours et tout ça. Si on se fait attaquer dans les 2 autres cités, ça va être juste une bataille à ciel ouvert, sans aucune défense ni rien, et ça va être nous et le terrain. Ensuite, nous avons le menu des bâtiments. Comme je vous ai déjà montré rapidement, vous pouvez avoir le détail de tout l'ensemble des bâtiments par rapport aux cités qui composent votre province. Vous allez avoir des bâtiments militaires, des bâtiments économiques, des bâtiments qui vont booster vos croissances, vos revenus, votre ordre public. Bref, là, faites-les un par un afin de les appréhender et de les connaître. Chaque bâtiment a son importance. Je reviendrai plus dans le détail dans ma deuxième vidéo. Durant vos premières campagnes, essayez juste de regarder chaque bâtiment, ce qu'il fait. Le seul petit conseil que je peux vous apporter, c'est peut-être booster la croissance en début de campagne. Par exemple, chez les nains, c'est ce bâtiment-là, le champ d'orge qui augmente la croissance et la reconstitution des victimes dans votre province, toujours.
ces bâtiments-là. Lorsque vous voyez plus 15 de croissance et plus 2 de reconstitution de victimes, ça va être pour la province en question. Ça ne va pas avoir d'impact sur la cité, sur la province d'à côté. Ensuite, nous avons l'icône recruter un seigneur. Quand vos ressources vous le permettent, vous pouvez cliquer ici et vous avez divers seigneurs à recruter. Exemple, chez les nains, ça va être un seigneur par exemple basique ou un seigneur des runes. Nous avons les seigneurs et nous avons aussi les héros. En cliquant ici, si vous avez débloqué les bâtiments qui permettent de recruter tel ou tel héros, vous allez pouvoir avoir les héros disponibles ici. Si par exemple je regarde le maître ingénieur, ah, bâtiment requis, repère du rétameur. Ok, d'accord. Du coup, on va voir qu'est-ce qu'il faut pour recruter un ingénieur. Repère, voilà, au début, ah, repère du rétameur, c'est celui-ci. Et en effet, je cliquerai sur ce bâtiment-là. En haut à gauche, il y a le temps qu'il faut pour le faire. En bas, bien sûr, l'argent qu'il faut pour faire le bâtiment. Et en haut à droite, c'est les unités que le bâtiment déverrouille. Donc, il déverrouille des gyrocoptères, il déverrouille des gyrocoptères à canon à soufre, mais également voilà, le fameux maître ingénieur. Je viendrai dans le détail dans la deuxième vidéo pour savoir tout ce qu'apporte un seigneur, un héros. Vous verrez ça dans l'autre vidéo. Et dernier menu de ce tutoriel, du moins pour les bases, c'est non pas lorsque vous cliquez sur une cité, mais lorsque vous cliquez sur un seigneur. On va prendre le cas par exemple de Thorgrim le rancunier. Vous avez sa jolie trogne en bas à gauche, un menu de déplacement qui est ici, vous voyez la portée de déplacement 100%, lorsque vous allez faire des déplacements dans la carte de campagne avec, en faisant un clic droit sur la carte de campagne, ça va consommer son déplacement. Le déplacement se réinitialise à chaque tour. Vous avez ici son rang, en cliquant dessus vous pouvez avoir un arbre, son arbre de compétences. Et à chaque fois que Thorgrim le rancunier va passer un niveau, je vais pouvoir mettre un niveau dans tel ou tel point. Bien sûr, si je veux par exemple avoir attaque dévastatrice, il va falloir que je mette des points sur sa gauche. Voilà, vous avez compris, plus votre seigneur devient puissant, plus vous allez débloquer de nouvelles compétences, plus vous allez améliorer ses troupes ou améliorer ses déplacements ou autres. Rapidement, sans rentrer dans le détail, je rentrerai dans le détail dans la deuxième vidéo, vous avez 3 arbres à chaque fois. L'arbre bleu, jaune et rouge. L'arbre bleu, c'est ce qui va impacter votre seigneur, le seigneur en question, mais sur sa carte de campagne. Si je prends tous ces points, ça va améliorer sa portée de déplacement, ça va améliorer par exemple sa reconstitution de troupes, ça va améliorer le taux de recherche. Voilà, ça n'a aucun impact sur votre armée ou sur votre économie. C'est juste sur votre seigneur par rapport à la carte de campagne. Le deuxième arbre, c'est l'arbre rouge. L'arbre rouge, c'est l'ensemble des points que vous allez pouvoir dépenser pour améliorer les troupes présentes dans votre armée. Et enfin, l'arbre jaune qui est composé de 2 lignes. Généralement, vous avez celle qui est plus sur le bas et qui améliore votre héros à proprement parler. Il va avoir amélioré son armure, ses bonus de charge, ses points de vie, et il va pouvoir déclencher de nouvelles compétences. Et dans cet arbre jaune, vous allez avoir une deuxième ligne qui est la partie supérieure, et celle-ci est unique en fonction de chaque seigneur. Celle-ci, contrairement à celui juste en dessous qui améliore le seigneur à proprement parler, celui-ci par exemple, je prends le cas de Thorgrim le rancunier, il va augmenter en mettant le point là-dessus, l'ordre public, la croissance, l'intégrité. Après, en cliquant là-dessus, ça va déverrouiller du coup ces 3 options-là. Ah, il augmente l'artillerie par exemple, il augmente telle ou telle unité. Voilà, cette ligne-là, qui représente quand même l'arbre jaune dans l'arbre de compétences, augmente divers menus. Dernière option, lorsque vous cliquez sur un seigneur, c'est son mode de marche. Vous allez voir que s'il y a un trait, c'est un mode de marche normal, basique, pour se déplacer d'un point A à un point B. Mais il y a plein d'autres modes de déplacement que vous devez assimiler tout au long de votre campagne. Attention, en fonction des diverses factions
ces modes de déplacement peuvent changer et je vous conseille au début de la partie de les connaître. Parce que vous voyez bien que les nains, en l'occurrence, ils ont un mode souterrain. Ils peuvent contourner les montagnes, contourner les obstacles. Voilà, c'est une particularité des nains. Il y a également un mode raid, mais vous voyez que le mode raid nous permet d'avoir de l'argent, d'apporter des malus dans la cité que l'on raid, tout ça, mais en jaune, c'est marqué portée de déplacement de campagne nécessaire 50%. Ça veut dire que lorsque je dois me déplacer, on va prendre le cas, je vais réinitialiser en mettant fin à mon tour le déplacement de mon armée. Si je veux me mettre en mode raid, je peux le faire avec 50% des déplacements. Je peux le faire très bien maintenant. Bon, imaginons que je sois sur un territoire ennemi. Hein, c'est un peu bête de raider son propre territoire. Mais je peux très bien me mettre en mode raid. Et ensuite, continuer mon déplacement. Là, il prend en considération le fait que je sois en déplacement. Du coup, si je veux me déplacer, bien sûr, en mode raid, je me déplace 2 fois moins rapidement. Il y a également le mode embuscade, qui, lui, nécessite 25%. Donc, on peut se remettre en mode marche normale. On se déplace. Attention, petite particularité. Lorsque vous voulez vous déplacer, un déplacement basique, soit vous faites un clic droit simple, et le personnage va se déplacer directement. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est rester appuyé sur le bouton droit, comme ça vous voyez le déplacement que votre seigneur s'apprête à faire, et en même temps, regardez, la jauge de déplacement en bas à gauche diminue, ou augmente, si le déplacement, bien sûr, est moins important, et comme ça, si imaginons, je me dis, ah ouais, j'aimerais bien faire une embuscade à la fin de mon tour, ah ouais, mais c'est difficile, juste en cliquant au fur et à mesure, l'histoire d'avoir 25% des déplacements requis pour faire l'embuscade. Eh ben, boum, je sais que si je termine mon déplacement ici, regardez, il me reste en bas à gauche 25% des déplacements et je vais pouvoir faire mon embuscade. Du coup, sans bouger ma souris, je lâche le clic droit, mon personnage s'y déplace, j'ai bien mes 25% des déplacements requis et là, du coup, je peux me mettre en embuscade. Il y a un dernier mode de déplacement, c'est le mode marche. Alors attention avec celui-ci, en effet, on peut aller plus loin. C'est super. Mais si on vous attaque, vous ne pouvez pas fuir. Et vos troupes seront fatiguées. Donc à utiliser vraiment si vous avez de la visibilité sur les armées adverses. Sinon, votre armée peut très vite se faire détruire. Enfin, vous avez un menu central. Tout comme celui du menu avec les bâtiments, les 5 menus. Lorsque vous êtes sur une armée, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la première icône qui vous permet de recruter des unités. Comment sait-on si on peut avoir accès à plus d'unités, par exemple? Thorgrim se trouve dans cette province-là. La province, c'est la route de l'argent. Et bah, bien sûr, il va pouvoir recruter l'ensemble des unités dont il dispose par rapport aux bâtiments construits dans la province en question. S'il arrive dans une province où ces 3 bâtiments-là sont faits, bah, il va pouvoir faire toutes ces unités-là. Lorsque vous faites le recrutement, il y a bien sûr le nombre de tours pour vous permettre de recruter l'unité, son coût à l'instant T pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir la recruter. Là, regardez mes 14 567 ici. Si je clique dessus, le montant ça va se déduire tout seul. Mais il faut savoir qu'au prochain tour, ce n'est plus 663 que j'aurai, c'est 183 x 3 en moins. C'est l'entretien de mon armée. Il y a ensuite les régiments de renom que vous allez déverrouiller au fur et à mesure de votre campagne. Généralement, comment fait-on pour voir si on peut recruter tel ou tel régiment de renom? Vous vous mettez ici et il vous dit impossible de recruter cette unité. Cette unité sera déverrouillée quand un de vos seigneurs aura atteint le rang requis, en l'occurrence le rang 10. Ça veut dire lorsque j'aurai un seigneur qui aura atteint ce niveau-là, le niveau 10, je pourrai recruter instantanément cette unité. La particularité des régiments de renom, c'est qu'ils sont plus forts que les autres et qui peuvent se recruter instantanément. Là, par exemple, ils ont un coût généralement plus élevé que les autres, mais lorsque vous vous retrouvez assailli par des ennemis et que vous n'allez pas avoir le temps de recruter des troupes, vous pouvez les recruter tout de suite, ils sont disponibles et vous pouvez foncer dans le temps. Et le dernier bouton, c'est le bouton de recrutement de mercenaires ogres. La nouvelle particularité suite au nouveau DLC The Silence and the Fury. Durant votre campagne, vous allez avoir un événement qui se trouve ici,
des camps ogres vont apparaître à des endroits de la carte, et en vous rendant sur ces camps ogres, vous allez pouvoir recruter ces unités. Comment? En cliquant sur ce bouton-là, et il sera bien sûr activable, vous allez pouvoir recruter différentes unités ogres. Attention, ils sont très forts, mais ils coûtent très cher. Voilà, maintenant que vous avez vu l'intégralité des menus, l'intégralité des options, faites plusieurs campagnes, n'ayez pas peur de l'échec. Moi, je peux vous dire qu'il m'en a fallu énormément. Il m'a fallu énormément d'heures de jeu, de dizaines d'heures de jeu avant de réussir ma première campagne. Même si c'est très facile, on se dit « Oh, mais même très facile, j'y arrive pas ». Pas de souci. C'est un jeu qui demande beaucoup de patience, surtout au début, mais vous allez voir que prenez du plaisir déjà à l'instant T. Vous focalisez pas sur la réussite de votre campagne et vous allez voir que vous allez progresser au fur et à mesure, vous allez prendre un max de plaisir et après vous augmenterez la difficulté au fur et à mesure. Faites-vous la main avec ce tutoriel, faites quelques campagnes et ensuite regardez mon deuxième tutoriel où on va aller plus dans le détail et vous allez avoir de plus en plus de facilité durant vos campagnes. Si vous voulez d'autres tutos, je vous encourage à regarder juste en dessous de la vidéo. Je mets tous mes liens de tutos présents à ce jour. Il y a également le lien de mon Discord, le lien de ma chaîne Twitch, Utip, et également si vous voulez me soutenir financièrement, ça me ferait énormément plaisir. Voilà, bref, toutes les informations sont en dessous de la vidéo et bien sûr vous pouvez me laisser un commentaire en me disant voilà, de diverses options, ce menu là, j'ai pas très bien compris, est-ce que tu peux plus m'aider là-dessus, ou même s'il y a une particularité en fonction des diverses factions, vous pouvez me laisser un commentaire, je vous répondrai, il n'y a aucun problème. Sur ce, maintenant je vous dis, allez oust, allez faire vos premières campagnes, prenez-vous de belles tollées dans la tête, c'est ça qui forge. On se retrouve pour de nouveaux tutos, moi je vous remercie énormément de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, salut.